Bonjour à tous mes chers Moonies et bienvenue dans le podcast Come on the Moon, le podcast d'entrepreneurs pour ceux qui souhaitent s'inspirer, s'informer, s'aligner au rythme de la Lune. Retrouvez chaque semaine un épisode différent puisque nous avons 5 types d'épisodes, les Moon Break, les Moon Talk, les Moon Cycle, les Moonpreneurs, les Moon Yoga. On fait le lien entre entrepreneuriat, bien-être, développement personnel, conseils pour infuser tout ce que vous voyez et tout ce que vous entendez, pour vous rassurer aussi, pour prendre confiance en vous, et puis les méditations pour justement concrétiser tout cela dans votre vie. Je vous remercie par avance pour votre écoute, pour vos retours aussi. N'hésitez pas à nous contacter sur les différents réseaux sociaux, par mail, et aussi à nous laisser des messages, des commentaires, des étoiles sur les plateformes dédiées si ces épisodes vous plaisent. Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour mes chers Moonies, aujourd'hui je suis ravie de recevoir Alix Alleg et Maëva Morin qui vont nous parler de féminin sauvage, mais aussi féminin sacré, écoféminisme, de ces questions d'inclusivité, questions de genre, de militantisme aussi, enfin on aborde plein de sujets. C'est un podcast un petit peu à l'intuition sur une thématique qui nous est chère. On espère que ça vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. C'est incroyable. Il y a vraiment il y a des femmes en fait qui, de par le monde, s'engagent pour le futur. Et ça, je pense que c'est vraiment ma définition à moi aujourd'hui de l'écoféminisme. Parce que finalement, c'est cette sagesse ancienne qui pourrait venir certainement de plein de cultures, mais celle qui me vient, c'est celle que j'étudie le plus, on va dire, qui est les natifs américains. En fait, tout un état d'esprit, un mode de vie qui est basé sur les générations à venir, précisément les 7 générations à venir. Et pour moi, c'est vraiment ça, l'écoféminisme, c'est comment des hommes et des femmes, en fait, s'engagent pour le futur. Bonjour Alix, Maëva, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon où cette fois-ci on va parler d'une thématique spécifique que j'avais envie qu'on aborde qui est le féminin sauvage. Et donc on va un petit peu éclaircir cette vision et puis surtout échanger de manière complètement naturelle comme on s'est dit. Donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse pour ceux qui nous écoutent, il y a juste des personnes qui échangent sur un sujet qui les passionne. Donc les filles, je vous laisse vous représenter rapidement, même si nos auditeurs vous connaissent toutes les deux, puisque vous aviez déjà eu vos épisodes. Qui commence? J'ai jamais fait de podcast à deux, alors du coup, voilà, j'y vais. Donc moi, je m'appelle Alix Alleged, je suis professeure de yoga et formatrice de yoga. Bon, ça, c'était ma première casquette. Et puis, au fur et à mesure de mes explorations dans le monde du yoga, de la conscience, du bien-être, enfin tout ce qu'on pourrait mettre autour de ça, du féminisme pour ma part aussi, sûrement qu'on en reparlera. J'ai axé un petit peu aussi mon travail et mes recherches entre guillemets sur le féminin. Et ça a pas mal changé depuis qu'on s'est parlé d'ailleurs dans le dernier podcast. C'est un peu la mise à jour. Et j'ai aussi plusieurs autres pratiques à côté qui ne sont pas que du yoga, mais c'est très dur comme question pour moi aujourd'hui parce que c'est un peu, j'ai un peu l'impression d'être dans une phase de transition et les choses changent un peu, donc je ne sais pas trop comment répondre encore complètement à cette question. Voilà. En tout cas, en lien avec le yoga n'étant pas seulement une discipline pratique d'asana, mais un tout finalement. Donc, de toute façon, on va aborder Dis mieux que d'autres... moi. Comment ? Dis bien mieux que moi, c'est pareil. Mais en tout cas, comme je continue à suivre toutes les personnes qui arrivent, qui viennent dans le podcast, je vois ton évolution et tout ce que tu proposes aujourd'hui. Et effectivement, ça a beaucoup changé parce que tu étais un des premiers épisodes toute seule à présenter. Donc, il y a de ça bientôt 2 ans. Donc, ça commence à faire. Oui, effectivement.
Un autre Merci, monde. en tout cas. Maëva, à ton tour. Ton épisode est sorti il y a pas si longtemps que ça, mais bon, des nouveautés sont sûrement arrivées aussi. Alors bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez. Et donc je m'appelle Maëva Morin. Je suis également prof de yoga et formatrice. Comme Alix, c'est ma principale casquette. J'aime bien dire que c'est le tronc qui me permet de ramifier. Et puis voilà, pareil, au cours de mon cheminement, je me suis en fait intéressée dans cette reconnexion au corps. Ensuite, je me suis vraiment interrogée sur qu'est-ce que c'était d'habiter un corps de femme. Et donc voilà, j'ai rayonné avec le féminisme, le féminin, les cercles de femmes, la tradition des 13 mères originelles. Et donc, de fil en aiguille, eh bien, voilà, j'ai commencé à transmettre les 13 mères originelles, à animer aussi mes propres cercles. Et puis sont arrivées la possibilité de publier chez Solar Édition. Et donc, j'ai publié il y a même un peu plus de 2 ans maintenant, le Mon Cahier féminin sacré. Et puis récemment, vient de sortir Sagesse sauvage. Voilà. Mmh. Ouais, on en a beaucoup parlé pendant l'épisode et c'est passionnant et moi je découvre ce livre avec, je ne sais pas comment dire est-ce que ce mot magnificence existe? Je ne sais pas, mais en tout cas j'adore ce livre. Merci. Hem Du coup, pour cet épisode, j'avais envie pas qu'on démystifie, mais qu'on parle du sujet du féminin sauvage. Je sais que voilà, il y a une différence pour vous entre féminin sauvage, féminin sacré et j'aimerais que qu'on puisse en parler. Il y avait aussi cette question de l'écoféminisme, de l'inclusivité, inclusion, la notion de genre aussi et puis, pour terminer, la notion de, féminisme militant. Donc, on va aborder un petit peu tous ces sujets et puis, j'aimerais bien déjà avoir votre avis et votre définition de féminin sauvage vs féminin sacré. Pourquoi vous préférez utiliser sauvage que sacré? À quoi ça correspond pour vous, etc. Bah, déjà, je te remercie de poser effectivement cette question de différence entre féminin sacré et sauvage parce que je me rends compte aussi que ça peut être confus pour certaines femmes en fait qui arrivent un peu dans cette sphère et qui savent pas trop comment s'orienter. Moi, je dirais que finalement, c'est les deux faces d'une même pièce, mais la différence que je fais, c'est que pour moi, en tout cas, je me sens plus proche d'un féminin que je nommerais sauvage parce que je me sens plus en connexion en fait avec la nature, enfin ce qu'on appelle la nature que je nomme avec d'autres personnes le vivant. Et féminin sauvage en fait pour moi c'est vraiment une invitation, enfin c'est un mot qui m'amène à entrer plus facilement dans ma part instinctuelle et dans la reliance que je peux avoir avec le vivant en général. Alors que le féminin sacré, pour moi, va davantage m'amener à entrer dans la part divine qu'on a tous et toutes en chacun de nous. Et peut-être qu'il va renvoyer plus du côté des archétypes, par exemple. Mais c'est vrai que là où ça me parle moins, c'est que parfois on rentre dans cette sphère du féminin sacré justement, et tout est joli, tout est harmonieux, tout est très mis en scène. Et c'est vrai que ça me parle pas trop moi, ce côté lisse. Et donc j'aime bien le côté plus sauvage, justement, qui amène pour moi, à plus de spontanéité, à plus d'authenticité. Et puis c'était aussi pour moi, une manière d'entrer dans les pas de Clara Pinkola Estés avec son livre Femmes qui courent avec les loups, puisque, enfin moi, c'est vraiment le premier livre que j'ai eu dans les mains il y a presque 15 ans. Un peu par hasard, une copine l'avait trouvé chez un bouquiniste à 1 euro. Elle me dit, tiens, j'ai vu ça, j'ai pensé à toi. Et en fait, je suis rentrée dans un univers. Et donc, voilà, quelque part, c'est aussi s'inscrire dans les pas des aînés, qui est quelque chose qui me tient à cœur aussi. OK. Moi, je suis un peu dans la même veine. C'est drôle parce que je suis en train de lire un bouquin, donc il n'a aucun rapport actuellement, mais où l'autrice se rend compte que le mot wild, donc que nous on traduit par sauvage, est beaucoup plus fort aux États-Unis et au Canada que chez nous, et que nous on a un peu du mal avec ce mot.
et que des fois même il n'est pas bien traduit. Donc il y a une difficulté, j'ai l'impression, en Occident en Occident, en Europe en tout cas, avec le mot sauvage, et il faudrait presque le traduire en français par ensauvagé, mais c'est un peu compliqué. Et il y a des livres du coup qui sont mal traduits rien que dans leur titre à cause de ça. Donc voilà, c'est rigolo parce que je l'ai lu il y a littéralement 3 minutes avant le podcast. Donc on est bien. Et effectivement, mais c'est peut-être de mon ressenti à moi, et il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de le faire, mais je commence à avoir un peu plus de mal avec cette vision du féminin très jolie, très très tout est dans l'esthétique plus que peut-être dans le fond, pour moi en tout cas. Et je me reconnais et je me ressens, j'ai envie de dire, j'ai vraiment envie d'utiliser ressent, plus dans un féminin euh, qui, euh, qui se roule dans la boue, enfin j'ai envie vraiment de dire ça. Mais c'est vraiment dans mes expériences à moi, j'ai eu plus de sensations, plus de connexion à moi-même dans les pratiques, dans les espaces où c'était bah oui, roulez-vous dans la boue, roulez-vous dans l'herbe, mettez-vous toute nue dans la rivière. Enfin, vraiment, il y avait des communions, j'ai envie de dire, avec la nature, plutôt que de m'asseoir en cercle avec, un joli mandala au milieu. Et je ne remets pas du tout ça en question. Mais, après, on est aussi enfin, le terme féminin sacré, il a été beaucoup repris, beaucoup utilisé, et bien évidemment, on commence à avoir des choses qui partent un petit peu dans plein de directions. Et, personnellement, j'ai plus de mal à me reconnaître dans ce qui se fait maintenant, entre guillemets. Mais après, je pense que ça va être une autre discussion. Je commence aussi à avoir un peu plus de mal avec le concept de féminin comme polarité douce, accueillante et, ouais, douce et dans l'accueil et dans l'introversion, etc. Et peut-être qu'en rajoutant le mot sauvage, il y a aussi le fait qu'on n'est pas que douceur, amour et, euh, et introversion. Et il y a aussi la femme qui crie dans la forêt, quoi. Elle existe aussi. Et du coup, ça faut revenir à ça aussi, je pense. Voilà. C'est pas très clair, mais, mais l'idée est là. Non, mais je partage complètement et il y a plusieurs choses qui me viennent en tête du coup, de par ce que vous partagez. C'est, déjà, ce que la société nous inculque en tant que femmes, en Europe, en Occident. Il y a un livre très intéressant aussi, dont on va parler dans les prochains contenus. C'est un livre qui a ce que le couple hétérosexuel fait aux femmes. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et donc, c'est pas pour remettre, enfin, c'est pas pour voir un aspect négatif sur l'homme, l'emprise de l'homme sur la femme, bien au contraire. C'est pour venir expliquer que ben voilà, il y a eu des générations où la femme devait rester à la maison, la femme n'était pas accomplie, la femme devait s'occuper des enfants, patati patata. Et donc aujourd'hui, on revient à une femme dite sauvage finalement, qui s'exprime, qui a le droit d'être, d'exister, de faire, de se réaliser. De ce que je comprends d'après ce que vous expliquez du sacré, c'est une définition de la femme sacrée qui doit être parfaite, qui doit être visiblement, au niveau de son corps, de sa parure, de son image parfaite, perfectible, etc. Apporter que de la douceur, que du positif et tout. Sauf qu'une femme, c'est pas seulement du positif, c'est aussi nos travers, c'est aussi ces moments de colère, c'est aussi toutes ces émotions qui sont traversées. Je sais pas si je me mélange aussi les pinceaux là-dedans, mais en tout cas, c'est ces deux choses-là qui me reviennent quand je vous entends parler. C'est ce que la société nous inculque et cette notion de on doit être parfaite. Et le sauvage relie à cet aspect naturel et on est ce qu'on est et ce qu'on a envie d'être finalement et on exprime ce qu'on a envie d'exprimer. J'ai l'impression
que pour faire des cercles, ça me fait penser à ça récemment. Récemment, j'avais donné j'ai assisté à un cercle de femmes et au moment de poser un petit peu l'ambiance, de créer un petit peu l'hôtel au centre du cercle, il y a un pot de terre qui est tombé parce qu'il y avait un pot de terre sur l'hôtel et et, euh, et on s'est dit, bah, c'est pas grave en fait, ça n'a pas besoin d'être. Au contraire, mettons de la terre, c'est pas bien grave si c'est pas beau, joli. Et le féminin, c'est pas forcément un truc tout lisse et tout parfait. Et je trouve aussi qu'on a l'impression en ce moment qu'il y ait tout ce package autour pour se reconnecter à ça, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin de grand-chose. Et c'est peut-être ça aussi le sauvage, c'est qu'il n'y a pas besoin de grand-chose. Il n'y a pas besoin de tout ce qu'on... Enfin, il y a un petit côté marketing aussi, de tout ce qu'on nous vend autour. Alors, je suis la première à acheter des oracles, ne fais pas dire le contraire, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Est-ce qu'on n'a pas juste besoin de la nature, en fait? Enfin, est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes les petites fioritures autour? Voilà. Je pose ça là. Je n'ai pas la réponse, hein, mais... Moi, ce qui me vient, c'était vraiment aussi de me dire, finalement, on a ce débat féminin sacré, féminin sauvage, mais il pourrait ne même pas exister quelque part parce qu'il n'y a pas, pour moi en tout cas, il n'y a vraiment pas de définition qui soit précise. Et je pense que peut-être à une autre période, on aurait pu parler du féminin sacré sans justement ce côté très beau et très lisse. C'est peut-être aussi tout simplement à voir selon le prisme de notre époque et de ce qu'on en fait. Et d'un réseau social en particulier qui diffuse ça, je veux dire, sur Instagram, qui est quand même un réseau qui est fait pour diffuser de belles images. Bon, initialement, maintenant, il faut plutôt faire plein de mini-animations. Mais à l'origine, c'est aussi ça, c'est l'idée d'avoir un beau feed, que ce soit bien lisse, que les petites cases, elles se mettent bien. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on peut transposer ça un peu partout dans notre quotidien? Et forcément, ça vient se coller à cet univers du féminin sacré parce que effectivement notre société nous enseigne aussi que la femme c'est la grâce, c'est l'élégance, c'est comment dire une bonne mesure. Enfin voilà, si tu t'emportes tout de suite t'es une hystérique. Bon, il y a quand même tous ces dictats là. Et en tout cas moi je sais que à titre personnel, enfin comment dire, je pense que j'ai eu toute une première période de ma vie très yang, pas du tout connectée à des énergies yin, et je parle bien énergie yin et yang et pas masculin et féminin parce que c'est pas la même chose. Et après, je pense que je suis vraiment passée un peu dans du très très yin pour vraiment contrebalancer mon beaucoup de yang. Et il y a eu un moment, et aujourd'hui, en tout cas pour moi, ce serait vraiment cette définition dans ma pratique. Mais voilà, on ferait un podcast dans 2 ans, ce serait peut-être différent. Mais aujourd'hui, moi, je sens que ce féminin sauvage, il s'exprime justement par un subtil équilibre de mon yin et de mon yang. Et c'est pas... Effectivement, je suis d'accord avec Alix là-dessus. Enfin, le féminin sacré et les énergies yin, c'est pas que de la douceur. Et c'est pas que de la rondeur, et je pense qu'on se tromperait à aller là-dedans. Et en tout cas moi mon féminisme saigne très clairement quand j'entends ce genre de choses sur le côté finalement est-ce qu'on viendrait pas spirituellement recoller des valeurs yin plus doux, plus ronds sur cette spiritualité, comme finalement l'a fait le patriarcat, où parce que les femmes sont plus sensibles et plus délicates, elles restent à la maison. Et le monde de l'entreprise, par exemple, serait pas pour elle parce que c'est une jungle. Enfin, bon, il y a des rhétoriques comme ça qui existent et qui sont encore valables dans beaucoup de milieux. Et donc, du coup, il y a eu un moment où je me suis dit, mais en fait, si c'est pour transposer ce que je vis dans la société sur mon chemin spirituel, je suis pas d'accord, en fait, ça me va pas. Mais moi aussi, mon féminisme saigne sur certaines choses. Mais je comprends et je comprends aussi certaines femmes qui, avec l'arrivée de tout ce qu'on a vu sur le féminin sacré, s'y sont pas du tout reconnues et ont eu presque un petit mouvement de ah bah ouais, non mais moi je suis pas comme ça. Moi je parle fort, personnellement moi aussi. Moi je parle fort. Moi je prends peut-être un peu de place dans l'espace. Enfin et et je comprends que certaines, en voyant peut-être juste la vitrine d'Instagram, bien évidemment, juste peut-être ça, ont eu
ce moment de non, enfin pour moi, je me reconnais pas dans ça. Et puis malheureusement c'est pas que ça, mais c'est que ça qui a été montré, qui est beaucoup montré quoi. Et, et il suffit qu'on ait une petite flamme un peu plus militante sur certains sujets, et effectivement je peux comprendre que ça fait peut-être un peu grincer des dents sur la polarité féminin-masculin. Mmh. C'est passionnant, tout ce que tout ce que vous partagez. J'avoue que, j'ai pas grand-chose à rajouter de plus parce que je suis très alignée à ce que vous dites et à contrario, ces femmes qui peut-être osent moins s'exprimer, pourraient ne pas forcément se retrouver non plus dans ce féminin sacré, dit aujourd'hui instagrammable et cetera. Parce qu'en fait, elles ont pas forcément envie de se montrer non plus. Elles ont pas envie de parler fort, elles ont pas envie d'afficher des choses, et donc je pense que voilà, je rejoins beaucoup, Maëva sur ce que tu as expliqué, par rapport au fait que peut-être qu'il faut le voir autrement en fait ce féminin, sacré et peut-être que c'est juste la définition qu'on en a aujourd'hui à cause des réseaux, mais que, le sens propre du mot est approprié. Il faut juste qu'on se le réapproprie soi, en tant que femme, à sa juste valeur et comme on a envie de se l'approprier finalement. Chacun aura sa propre définition. J'ai Oui, envie moi, de passer. Oui. non, j'avais juste envie de rajouter que faut pas forcément chercher à les opposer. Il y en a pas un qui est mieux que l'autre. Je pense que c'est à Ouais. chacune aussi de trouver sa nomination. Et c'est vrai que je rejoins aussi Alix sur peut-être parfois aller vers plus de simplicité. C'est vrai qu'on n'a pas besoin Mmh mh. d'avoir la grande robe qu'il faut bien avec l'oracle pour juste euh, être entre femmes, que ce soit pour un rituel, que ce soit pour un cercle, parce que c'est pareil, quand on pense féminin sacré, on pense beaucoup à cette figure du cercle de femmes. Mais effectivement, la sororité, elle peut s'exprimer à travers plein de médias, de manière très différente. Et il n'y a pas forcément enfin, je pense à moi les premiers cercles où je suis allée à Paris, c'était les cercles de Camille Sfez et Camille, elle a juste une bougie en fait, elle met une bougie au centre et tout est là et moi je suis la première aussi à aimer les beaux hôtels, à aimer les pierres, les bougies, les voilà, à aussi comment dire, mettre des beaux objets parce que ça permet de créer un espace, mais on pourrait effectivement tout aussi bien se retrouver dans une pièce qui n'est même pas formidable dans son esthétique ou en nature avec juste une bougie et la simple volonté d'être ensemble et d'être authentique ensemble. Je pense que c'est ça qui aujourd'hui, moi en tout cas, m'anime profondément. Mmh mh. Alors, j'ai vécu des très beaux moments dans des cercles de femmes, mais il y a des très beaux moments de sororité que j'ai vécu qui sont pas forcément dans ces contextes-là. Et effectivement, il y a des fois, il y a vraiment pas besoin de grand-chose. Et que, alors, je fais le pont entre féminin et sororité, du coup, mais bon, peut-être que on peut raccrocher les bouts. Mais pour moi, la sororité, c'est effectivement un truc qui se vit de façon assez spontanée et pas oui, enfin vraiment de façon assez spontanée. La sororité, c'est trois filles qui sont, je pense à cet exemple parce que ça m'est arrivé il y a pas longtemps, mais trois filles dans dans la rue qui aide la deuxième à remettre sa bretelle ou je sais pas, enfin ce genre de choses. On est pour moi, la sororité, c'est mes copines en cours de danse qui papotent juste avant et qui stressent avant de monter sur scène. Enfin, voilà, il y a pas de truc préétabli. Il n'y a pas besoin de mise en scène. Euh, euh, le plus grand moment de sororité que j'ai vécu, je pense, je l'ai vécu effectivement dans une petite cahute à Manum-la-Terre. Donc, il n'y a pas. Oui, j'ai un problème avec la terre en ce moment. C'est mon besoin d'ancrage. Euh, donc, et j'ai aussi des très beaux souvenirs dans des très belles robes avec d'autres très belles femmes autour de moi. Mais à, à nouveau, je pense que c'est sûrement, comme beaucoup de choses, c'est l'équilibre à trouver entre les deux. Ne peut-être pas faire que l'un, ne peut-être pas faire que l'autre. Je sais pas, peut-être que je m'égare, mais à chaque fois, c'est comme ça, je lance des trucs et peut-être que ça ouvrira des portes chez quelqu'un.
Je crois qu'on pourrait en parler pendant des heures, effectivement, et c'est vraiment passionnant. Mais du coup, j'aimerais faire le lien avec notre deuxième sujet qui est l'écoféminisme. Est-ce que vous pouvez me définir ce que c'est pour vous? Et enfin, si vous avez une définition lambda, voilà. Et puis, comment vous l'imprégnez et l'intégrez dans vos vies, dans votre quotidien, dans votre pratique aussi, et dans vos rituels ou dans les cercles que vous organisez, dans les retraites, etc. Alors, pour parler d'écoféminisme, moi, je pense que j'ai d'abord été féministe, si on doit mettre dans l'ordre. Et puis, justement, avec cette retour, c'est pas, enfin, ce recontact de la nature que m'a donné le féminisme, l'écoféminisme est venu après. Donc, je m'explique. Euh, le, si on devait mettre une définition pour ma part d'écoféminisme, c'est l'idée que si on... c'est dur à expliquer avec des mots très clairs, en tout cas dans ma tête, quand je vous dis que j'ai besoin d'ancrage. Du coup, c'est l'idée que la femme, si elle est dominée ou maltraitée dans certaines cultures, ça sera la même chose, on fera la même chose avec la terre en elle-même. Donc c'est aussi l'idée qu'il y a une domination d'un genre sur un autre. C'est notre ami le patriarcat qu'on aime très fort. Et c'est un petit peu un parallèle entre la femme et la terre. Je sais qu'il y a ce que j'aime bien rappeler en cours, c'est que on est cyclique. Et donc, il y a tout ce parallèle qu'on peut faire entre la femme et la nature, qui fonctionne un petit peu sur les mêmes temporalités. Et donc, si je commence à vouloir nuire à l'un, je nuis à l'autre. Il y a tellement de cultures d'ailleurs où la terre en elle-même, c'est la mer, M-E-R-E, même si j'aime bien l'océan. Et quand j'installe un système de domination sur un, j'installe un système de domination sur l'autre. Et ça se voit beaucoup dans les cultures dont on détruit les lieux de vie, par exemple. Donc, il y a vraiment ce parallèle de si j'aide l'un, j'aide l'autre aussi. Si j'arrive à travers le féminisme à enlever certains mécanismes de contrôle ou de domination, ça peut se répercuter aussi sur les façons de dominer la nature qu'on utilise dans notre société. Et puis, oui, voilà. J'ai voulu me lancer dans autre chose, mais c'était pas une bonne idée. Et du coup, moi, dans ma pratique à moi, ça passe par tout ce qu'on a dit juste avant, en fait, de ne pas isoler la femme de la nature. En fait, en vrai, il faudrait pas isoler l'humain de la nature, à mon sens, mais bon, c'est un autre débat. Ça a passé pour moi aussi par pas mal de pratiques de reconnexion à la nature. Donc, il y a tout ce qui est animal, végétal, tout ce qui est aussi cycle, comme on a dit avant. Tout ce qui est oser, ça va avec la femme sauvage, hein, mais oser se salir, oser se reconnecter à des choses qu'on nous a un peu dit. La terre c'est sale et puis le feu c'est chaud et puis mets une écharpe avant de sortir parce que tu vas avoir froid. On nous a un petit peu coupé de tous les éléments qu'il y a autour de nous et c'est oser y retourner, quoi, oser aller dans l'eau froide, oser manipuler un feu en tant que femme d'ailleurs, parce que souvent beaucoup dit que le feu c'était pour les hommes. Moi, mon parallèle dans ma pratique à moi, en tout cas là où j'en suis, c'en est là. Et on verra bien plus tard. Mais et ça m'a amené sur mon militantisme, en tout cas féminisme, m'a amené sur un militantisme écologique. Ça a fait le pont, même s'il n'était pas... Si les deux fonctionnaient peut-être un peu en parallèle, un pont qui s'est mis entre les deux routes.
Et, et c'est comme ça que un jour d'octobre 2021, je me suis retrouvée avec des femmes militantes autochtones brésiliennes. Voilà, des femmes. Je trouvais ça hyper important que ce soit des femmes à ce moment-là. Voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci Alix. Sinon, je peux me lancer, ça va durer longtemps. Et toi Maëva, est-ce que tu as quelque chose à nous partager sur cette thématique? Bah, moi, c'est vrai j'ai découvert assez tardivement, par rapport à mon parcours, militant, l'écoféminisme, parce que finalement en France, je trouve qu'il peine à s'implanter, alors qu'aux États-Unis, c'est quand même en place depuis, les années 70. Donc on a pourtant des penseuses, hein, françaises, je pense à Françoise Daubonne, enfin je veux dire, intellectuellement, c'est là. Mais c'est vrai que ça a du mal à s'implanter dans la société. Et il y a 15 ans, parce que c'était une époque où je militais beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que je milite, mais de manière vraiment différente et probablement plus pacifiée. J'étais à la fois dans des groupes féministes et puis j'étais aussi dans des groupes écologistes et les deux n'étaient pas réunis. C'est-à-dire que, bah, voilà, chez les écolos, des fois, on pouvait entendre, oh, bah, les chiennes de garde. Et puis, chez les milieux féministes, on pouvait entendre, ah bah oui, mais bon, avec les idées des écolos, c'est encore les femmes qui vont payer les pots cassés, qui vont se retrouver à la maison. Je pense, par exemple, tu vois, sur la question de la maternité, quand tu disais chez les féministes que t'envisagerais peut-être les couches lavables quand toi-même tu envisagerais peut-être de devenir mère. Et là on disait mais non, mais c'est l'esclavage. Bon, et donc du coup ça s'opposait. Je me sentais très dichotomique pour ma part. C'était assez compliqué. Et puis voilà, moi j'ai pris entre guillemets ce qui me convenait des deux côtés et j'ai tracé ma voie, je pense qu'on peut le dire comme ça. Et puis voilà, sur le tard, j'ai découvert les écrits de Starhawk, qui est une des grandes penseuses écoféministes états-uniennes, qui se définit comme une sorcière néo-païenne. Donc moi, ça m'a bien plu parce qu'il y avait aussi quelque chose de l'ordre de de la subversion. C'est un mot qui me plaît bien. Moi, je suis quelqu'un qui est justement plutôt sage, qui syndrome de la bonne élève. Donc tout d'un coup, quand ça devient subversif, ça m'excite un peu. J'aime bien l'idée. Et donc du coup, je lisais ça et je me suis dit mais c'est incroyable. Il y a vraiment il y a des femmes en fait qui de par le monde s'engagent pour le futur. Et ça, je pense que c'est vraiment ma définition à moi aujourd'hui de l'écoféminisme. Parce que finalement c'est cette sagesse ancienne qui pourrait venir certainement de plein de cultures, mais celle qui me vient, c'est celle que j'étudie le plus, on va dire, qui est les natifs américains. En fait, tout un état d'esprit, un mode de vie qui est basé sur les générations à venir, précisément les 16 générations à venir. Et pour moi, c'est vraiment ça l'écoféminisme, c'est comment des hommes et des femmes en fait s'engagent pour le futur. C'est vrai que ça passe souvent par des femmes parce qu'en l'occurrence, ce sont des femmes qui se sont érigées contre cette domination dont elles sont victimes. Et puis aussi parce que on observe, donc ça c'était dans mon ancien boulot quand je travaillais pour des ONG de développement durable ou de défense de l'environnement, et où on s'est rendu compte que quand on alloue des budgets à des femmes pour des projets que ce soit environnementaux ou pour une meilleure gestion en fait du budget du foyer, eh bien les femmes le gèrent mieux tout simplement parce que elles ont comment dire, sans être essentialiste. Elles ont cet engagement en fait pour la préservation du foyer et de l'environnement. Donc est-ce que c'est culturel? Oui, très certainement. On va pas dire que les femmes sont plus engagées pour l'environnement parce que c'est génétique, ce serait ridicule. Mais de fait, voilà, ça a été vraiment observé sur voilà, une femme, elle va mieux gérer ce budget-là, je parle voilà sur des études qui ont pu être faites sur des pays comme par exemple l'Inde, sur des projets qui sont alloués, que des hommes. Et c'est vrai que quand j'étais en Amérique latine, en Argentine, je travaillais avec des coopératives de récupérateurs de déchets, et il y avait beaucoup de femmes. Donc c'est effectivement lié à une paupérisation, ça c'est sociétal, mais c'était aussi vraiment lié, enfin dans les entretiens que j'ai pu mener à l'époque, il y avait pas mal de femmes qui disaient
moi, je veux œuvrer pour le futur, je veux que mes enfants aient un futur et ça passe par la gestion des déchets, ça passe par, oui, par une amélioration de ça aussi et donc certes, ça pourrait être dégradant ce que je fais et certes, c'est désagréable de travailler au contact des déchets des autres, mais je participe à quelque chose de plus vaste et ça, je trouve que c'est, ce qui, chez moi, en tout cas, fait vibrer ma corde écoféministe, hem, tout simplement de prendre soin du vivant, quelle que soit, sa forme, en fait. Tu parlais aussi dans ton épisode, Mmh. où tu étais toute seule et je me souviens de cette phrase, tu l'as citée, aussi, prendre soin du vivant et c'est quelque chose d'hyper puissant. Je pense j'avais envie de rebondir encore une fois sur ce sujet, un peu sociétal, dont tu as parlé par rapport aux couches lavables et cetera, qui fait partie, clairement de l'écoféminisme, aujourd'hui et moi j'ai typiquement, un exemple, concret là-dessus. C'est quand j'ai dit, à ma mère: «Oh là là, j'aimerais bien, avoir, des culottes menstruelles ou acheter, une cup», enfin, j'ai pas encore d'enfant donc la question des couches lavables ne s'était pas posée. Mais voilà et elle m'a dit: mais non, mais pourquoi tu veux faire ça? Utilise la modernité de ce monde. Moi, tu te rends compte, quand j'étais, jeune à ta place, j'ai toujours rêvé d'avoir les serviettes hygiéniques et les tampons. C'est vraiment l'avenir et tout. Enfin, elle comprenait pas que j'avais envie de retourner à quelque chose de plus naturel et enfin, pas qu'elle comprenait pas, elle comprenait, mais elle me disait: «Mais non, c'est sale», exactement ce qu'on disait, tout à l'heure, et donc du coup, je lui ai expliqué qu'en fait, les mœurs se changent, les femmes ont envie de ce retour à la nature et n'ont plus envie justement de cette consommation de masse, cette, envie de juste avoir de la modernité. Elles font plus attention à leur corps, à ce qu'elles mettent sur elles, à ce qu'elles utilisent comme produit et elles sont plus, concernées parce qu'elles ont envie de laisser après pour, comme tu disais, leurs enfants, etc., dans un monde où on ne sait pas vraiment pour l'instant où est-ce qu'on va aller. Donc, ça me permet de rebondir sur ce que tu as dit, qui justement, moi personnellement, me parle beaucoup parce que je l'ai vécu avec justement ma mère qui me disait: «Mais non, tu peux pas, tu peux pas mettre des culottes menstruelles, alors que si, on peut et c'est très bien.» Ma Oui, mère fait un peu la même chose. Pardon. mmh. Mais moi, la mienne Voilà. aussi, je sais qu'elle m'avait dit ça, mais c'est vrai qu'il faut toujours aussi le replacer dans le contexte. Enfin, moi, je me souviens, ma mère m'a expliqué quand même, dans les années 50, en fait, on superposait des couches de tissu. Oui. Donc pour elle, c'est une Mmh mh. régression, mais parce qu'elles ont pas forcément, en tête, enfin, moi, je me revois lui montrer et lui expliquer concrètement qu'en fait, c'est un Mmh. saut technique de dingue de se dire qu'on peut avoir une culotte qui est tout aussi, confortable, qu'une culotte Mmh mh. lambda, de faire, toute sa journée, tranquille, sans se demander si effectivement on va, tacher notre vêtement ou je ne sais quoi. Parce Mmh mh. qu'aujourd'hui, on en est encore à parler de protection. Et je veux dire, enfin, Mmh. sur les règles, c'est juste la folie, de se dire, comment ça, je mets une protection et je ne dois pas me tacher. Enfin, c'est juste du sang, quoi. Mmh. Faut se détendre. Mais c'est vrai que pour moi, il y a, enfin, c'est pas qu'un enjeu environnemental parce que autour de moi, je vois des personnes qui n'ont pas Mmh. forcément, conscience des enjeux environnementaux, même si le GIEC nous dit qu'en gros dans 3 ans, ça va devenir, assez irrévocable. Donc moi je veux bien que ça intéresse pas trop les gens, mais il y a un moment, ça va devenir compliqué quand Mmh. même de pas s'y intéresser. Mais c'est aussi tout simplement un enjeu de santé publique, et de santé de la femme. Mmh mh. Parce que très clairement, les scandales, ces dernières années, sur les tampons ou sur ce qu'on met dans les serviettes, c'est juste hallucinant, Mmh. en fait. Et ça dit beaucoup d'ailleurs sur, la considération que l'on a de la femme et de la santé de la femme. Précisément parce que ça aussi c'est assez fou. On le voit que ce soit sur effectivement, tous les produits hygiéniques, on le voit sur, la pilule, le fait qu'on développe pas trop une pilule, enfin une contraception chimique masculine parce que quand même ça cause des dérèglements, alors qu'on sait très bien que ça cause aussi des dérèglements hormonaux chez les femmes. Mais comme c'est les femmes, bon, bah, voilà. C'est valable aussi sur, le fait qu'on forme de moins en moins de gynécologues, qu'aujourd'hui quand on veut un rendez-vous gynécologique, c'est rendez-vous dans 6, 8 mois, 1 an. Enfin, bon, tu vois, moi ça me on Mmh. Mmh déborde mh. et on revient sur le féminisme, mais en même temps, mais c'est lié parce que pourquoi il y a un moment les femmes elles s'élèvent contre tout ça? Beh, tout simplement pour vivre mieux, quoi. Enfin, tu vois? Et c'est peut-être ça l'écoféminisme, le désir de vivre mieux. Mmh mh.
Ouais, je pense que Alix va compléter, mais je suis totalement en accord. Là, personne nous voit et nous entend, mais je suis en train de faire oui, oui de la tête depuis tout à l'heure. Mais tu l'as très bien traduit. Moi, ma mère, il a fallu que je lui montre aussi ce que c'était ma culotte menstruelle pour qu'elle se dise ah oui, d'accord. En fait, c'est pas exactement comme la couche que je devais porter quand moi j'ai eu mes premières Ouais, règles. Voilà. Et mais à contrario, bon aujourd'hui elle n'a plus ses règles, mais elle n'aurait pas porté ça, même ouais, si, oui. enfin parce que c'est pas dans voilà dans cette modernité qu'elle elle a, enfin, voilà, elle avait l'impression de revenir à ce qu'elle avait eu avant et qui n'était pas encore assez étudié, etc. Mais clairement, pour moi, l'écoféminisme fait partie aussi de toutes ces questions que tu as évoquées, la pilule, la santé de la femme, etc. Et c'est des questions qui commencent à être abordées, mais il faudrait qu'on aille encore plus loin. Donc on espère que ça va aller plus vite. Alix, tu voulais rajouter quelque chose à ce sujet? Bah, c'est globalement, pardon, ce que vous aviez déjà dit. Moi, je sais que ma mère a eu ce genre de réaction par rapport à l'allaitement aussi. Mmh. Euh, Oui. Bah, pourquoi elle s'embête comme ça à être, comment elle m'a dit, l'esclave, presque, c'était l'esclave de son enfant pendant autant de temps. Mais je pense qu'il faut, comme disait Maëva, remettre les choses dans leur contexte historique à elles. Mmh. Que leur génération à elles ont bien bataillé pour avoir cette indépendance et cette... la pilule, c'est la même chose. C'était quelque chose qui pour une certaine époque, était vecteur d'indépendance, de liberté, etc. Et donc, du coup, depuis leur prisme à elles, elles ont vraiment l'impression que c'est un retour en arrière, Mmh de, mh. de revenir à l'allaitement, d'arrêter une contraception hormonale. Euh, et surtout pour certaines générations qui se sont vraiment littéralement battues pour que ça existe. Euh, et, euh, et du coup, on peut comprendre la réticence, euh, mais oui, enfin, je trouve qu'on peut comprendre la réticence de ce point de vue-là. Euh, mais ça m'avait quand même néanmoins choquée quand ma mère a dit mais pourquoi elle s'esclavage comme ça. Je dis, bah enfin, et du coup je me suis sentie un peu démunie dans qu'est-ce que je vais pouvoir lui répondre sur ce sujet, parce que effectivement on peut pas, comme tu disais, Alexandre, ta mère peut peut-être comprendre, mais c'est pas pour autant qu'elle va adhérer à la culotte mensuelle. Mmh. Et bah bon, la mienne n'allaitera plus non plus, hein, comme maman, normalement. Euh, mais et je m'étais assez, il y a un petit fossé générationnel, j'ai l'impression, sur ce sujet, et je m'étais un petit peu sentie démunie sur comment j'amène les choses. Sur le sujet. Je ne suis pas mère non plus, et sur le coup là, je me suis dit, bah, heureusement que je ne le suis pas tout de suite, parce que sinon, je pense qu'il y aurait des petites tensions que je ne saurais pas encore comment Mmh. régler de mère à mère et de mère à fille. J'ai pas du tout la réponse, et, euh, et voilà, je trouve ma mère assez beaucoup dans le jugement sur les jeunes femmes d'aujourd'hui. Ça me fait de la peine, alors elle est assez ouverte sur plein d'autres trucs. Donc il y a un petit fossé à combler. Mais en Ouais, même temps, je moi, je pense trouve aussi. vraiment que cette génération, enfin, comment dire, quand je discute avec ma mère, je me rends compte qu'à la fois, toutes les questions de sexualité étaient totalement inabordables. Donc, qui dit sexualité dit le corps, tout simplement. Enfin, je veux dire, les règles ou ce genre de choses. On va dire l'intime était absolument inabordable. Donc, il faut quand même imaginer toutes ces générations de femmes qui ont grandi sans information sur tout ce qui se passait dans leur corps, tout en leur disant que bah, quand même leur place était majoritairement à la maison. Donc, c'est quand même aussi tout le paradoxe, ton corps de femme et ta situation de femme fait que tu es à la maison, mais surtout n'en parlons pas parce que c'est totalement tabou. Et puis, en même temps, on leur a vendu cette espèce de progrès, de justement être moins l'esclave ou
Enfin, quand je pense, enfin moi je sais que j'ai beaucoup d'amour aussi pour cette génération. J'ai animé des ateliers de yoga au féminin avec des femmes justement de cette génération et elles me regardaient fascinée que je puisse dire le mot vulve, clitoris, utérus avec une décomplexion totale, là où pour elles ça avait toujours été extrêmement tabou. Et donc je me dis, enfin voilà, je pense vraiment avec beaucoup de tendresse pour toute cette génération qui a vécu complètement déconnectée de son corps et qui par conséquent est certainement un peu jugeante, bah parce que c'est inenvisageable. Enfin, je veux dire, c'est même pas de l'ordre du possible en fait. Et moi, je sais que bah ma mère, moi, elle m'a pas allaitée et elle comprenait pas pourquoi je m'obstinais à allaiter ma fille alors qu'elle avait, enfin, on avait des difficultés. Bref, elle avait un frein de langue, ça a mis du temps à s'enclencher. Elle me disait, mais pourquoi tu donnes pas un biberon? Qui était pour elle l'espèce de truc salvateur. Et finalement, je, je pense pas que ce soit de l'ordre de la compréhension, peut-être, pour certaines femmes de cette génération, mais que finalement, ce qui fait le tissage, bah, entre une mère, une fille qui devient mère elle-même, c'est l'amour, tout simplement. Mmh. Enfin, moi, en tout cas, je sais que ça a été ce sentiment amoureux de la fille pour sa mère et puis pour sa petite fille ou son petit-fils. Et puis, moi, j'ai compris aussi beaucoup de choses de ma mère et ça crée une espèce de solidarité de femmes. Ça peut créer beaucoup de dissensions dans certains cas et ça peut être très violent. Mais dans mon cas, comme on discutait quand même beaucoup, je trouve que ça a permis en fait de recréer un lien qu'on n'avait pas forcément parce que justement on nous a pas enseigné cette sororité qui évolue ensemble. Et c'est ça moi qui m'a touchée aussi dans les cercles de femmes à l'origine, c'est que dans les temps anciens, les femmes, toutes générations confondues, elles se réunissaient entre elles et il y avait justement un vecteur de transmission. Et je pense que c'est cette génération, elle a vraiment pas eu ça et donc c'est très compliqué de lui demander ça, en fait. Complètement. Ouais. Donc le travail est à faire sur les générations à venir qui sont en train finalement de prendre tout ça en compte et qui, je pense, tendent vers, le meilleur des avenirs pour l'écoféminisme, pardon. Je vais passer au prochain sujet parce que ça fait déjà 45 minutes qu'on parle et j'aimerais qu'on puisse tout aborder. On a parlé aussi, en off de tout ce qui est inclusion, inclusivité. Est-ce que vous voulez, parler de ce sujet et m'expliquer ce que vous entendez par là et comment vous l'incluez aussi? On a abordé ces 2 thèmes en fait, la notion de genre, féminin, se sentir femme, venir à des cercles en conscience, s'accepter, s'affirmer, notion de confiance en soi aussi. Donc voilà, je vous laisse libre de vous exprimer. Euh, Moi, ce qui m'a marqué ces derniers temps sur, sur ce sujet-là, ce qui a attiré mon attention, on va dire, c'est surtout la notion de genre, en fait. À partir de quand, enfin, j'avais vraiment l'impression, de par le cercle de femmes ou d'un endroit en non-mixité, d'exclure une partie de la population, mais c'était pas les hommes qui me posaient problème, c'était tous les genres qui étaient soit non-binaires, soit en transition ou autres, et qui du coup naviguaient entre deux eaux, et entre... en fait, c'était vraiment l'idée de, si je pose deux polarités et que j'écite qu'il n'y a que deux polarités, qu'est-ce qu'on fait de toutes les nuances qu'il y a entre les deux polarités? Et ça me pose encore souci à l'heure actuelle, de ne pas exclure toute cette partie-là. Et je sais que j'ai eu beaucoup de discussions avec beaucoup de personnes parce que je pense que c'est pas encore un sujet qui est très compris par le plus grand nombre. Sur justement, je pense que c'est assez obscur, par exemple, la non-binarité pour certaines personnes. Moi, je leur dis, regardez Queer Eyes, il y a un super exemple, s'ils ont besoin. Mais du coup, comment mes espaces ils peuvent répondre à ça et ne pas exclure une partie. Et moi aussi, est-ce que moi je ne suis que polarité féminine ou que polarité masculine?
est-ce que je me place que dans un des deux, est-ce que je dois choisir, est-ce que des fois je mélange, et qu'est-ce que je fais de tout ce qu'il y a entre les deux, parce que c'est comme s'il y avait un noir et un blanc, mais on avait oublié qu'il y avait le gris. Et du coup, ça m'a posé, ça me pose encore un peu question actuellement. Et je sais pas encore comment. Voilà, je crois que j'ai beaucoup répondu à ce podcast. Ça me pose encore beaucoup de questions, mais j'ai pas la réponse. c'est un petit, c'est un petit peu mon gimmick aujourd'hui. Je sais que j'ai ouvert mes cercles, mes espaces aux femmes et à toute personne se sentant femme. Après, voilà, libre à toutes de ressentir de ressentir ça, mais c'est pas encore très clair, et j'avoue que je peux comprendre à quel point ça peut être excluant pour certaines personnes. Et ça m'attriste un peu d'ailleurs. Voilà. C'est mon questionnement. C'est encore un de mes questionnements actuels. Oui, non, mais puis le questionnement, c'est à part dire que c'est ouvert à tous, on peut pas faire autre chose finalement. Enfin, Bah, peut-être que Maëva, tu auras d'autres solutions, mais enfin, en tout cas, je serais curieuse de savoir comment est-ce qu'on pourrait faire pour, à part dire, voilà, j'ouvre ces cercles à tout le monde. Je n'ai pas, enfin, moi, j'ai pas de réponse à ça non plus. en fait, ça m'embête de valoriser une sorte de monde où il y aurait que de polarité. Du Mm. coup, en parlant de ça, ça Mm, mm. m'embête. Parce que je sais que c'est pas le cas, et, et j'ai des proches qui du coup ne savent pas où se mettre. Mm. C'est comme s'il y avait que deux cases, et eux ils sont genre au milieu en faisant Mm. genre à gauche, à droite, Mm. je sais pas quoi faire. Et du coup ça m'embête de plus en plus. Euh, et ça m'a fait beaucoup remettre en question cette notion de féminin aussi. Mm. Euh, Parce que pour moi, du coup, de ce fait, il était excluant. Euh, et Mm. c'était d'autant plus chargé émotionnellement parce qu'il était excluant pour des proches à moi. Et donc, Mm. du coup, je savais pas. Et je sais toujours pas quoi en faire. Et c'est pour ça que actuellement, mes pratiques, à part un cours de yoga, je crois qu'il n'y a plus le mot féminin pour l'instant dessus parce que je sais pas quoi en faire. Donc, je vais parler de nature, je vais parler de plein d'autres pratiques, mais pour l'instant, c'était un trop gros souci, entre guillemets, pour moi. Et du coup, j'ai choisi de l'enlever jusqu'à ce que j'ai la réponse. Voilà. Mm. Ben, moi, c'est pareil, c'est pas mal de questions et j'ai pas de réponse toute faite. Je pense que c'est assez simple d'ailleurs de pas avoir de réponse toute faite parce qu'en réalité, on est, je crois, dans une période de déconstruction sociétale sur toutes ces questions. Et encore, quand je dis on, c'est une partie de la société ou d'une génération. Enfin, moi, pour reprendre, voilà, nos pauvres mamans dont on n'arrête pas de parler. Mais pour cette génération-là, enfin, c'est un non-sujet, c'est incompréhensible. C'est-à-dire que c'est une personne un peu isolée, un ovni, qui a une orientation sexuelle différente. Bon, mais mais en tout cas, je trouve que tous ces débats, ils sont. Enfin, moi, je sais que ça me passionne et en même temps, je me sens très très néophyte. J'ai pas de personnes proches qui sont dans des situations comme ça de se reconnaître dans aucun des deux genres ou qui ont entamé même de changement, enfin un changement de sexe ou du coup, c'est vrai que je suis très à l'écoute en fait. Je me rends compte que je suis assez sur la réserve de ce que je pourrais dire parce que j'aurais peur de tenir des propos qui sont pas adaptés ou qui pourraient être blessants, faute, enfin par mes connaissances. Et finalement, comment j'en suis arrivée, enfin comment je gère ça dans les cercles, on va dire, bah
c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions. Mes tout premiers cercles, c'était des cercles de femmes. Et puis au fur et à mesure, je me disais, mais ça résonne pas, c'est pas juste parce que cette dénomination de cercle de femmes, elle était valable il y a 20 ans peut-être. Mais aujourd'hui, avec tout justement ce travail de déconstruction genrée qu'on est en train de faire, ça n'a pas de sens. Et donc, sur mon site internet, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement écrit que ces espaces étaient ouverts aux femmes et aux personnes se sentant femmes. Voilà, tout simplement. Et même les 13 mères originelles, tu vois, c'est quelque chose, ça m'a pas mal travaillé parce que c'est quand même une tradition ancienne, euh, avec une médecine de la femme, puisque les natifs américains différencient la médecine de l'homme et la médecine de la femme. Et donc voilà, je me demandais, mais comment je reste fidèle à cette tradition, tout en étant dans mon époque, en fait. Et là encore, j'ai décidé de dire, voilà, si tu es né homme, mais que tu te sens femme, quelles que soient les démarches que tu aies entrepris pour changer cet état d'être initial, eh bien, tu es bienvenue parce qu'effectivement, comment dire, pour moi, je le ressens un peu comme une violence, effectivement, le côté, t'es dans une case et pas dans une autre, donc du coup, t'as pas de case, d'une certaine manière. Et c'est vraiment le souhait que je fais pour les générations à venir, c'est que justement, il y ait plus de cases, pour qu'on se dise pas, merde, je suis pas dans la bonne case. Et ça, je pense que c'est un travail qui va être assez long, et peut-être que moi je me trompe, que je suis pas dans les bonnes sphères, mais j'ai la sensation justement que ces personnes, elles trouvent leur place dans des sphères, entre elles qui se reconnaissent, mais que c'est très difficile encore de leur dire que c'est safe de venir avec nous. En tout cas, moi je le sens comme ça parce que tu vois, ça va faire un an ou deux, je sais plus quand est-ce que j'ai mis ça sur mon site internet, et le cas ne s'est pas présenté, et je me dis soit je communique pas assez là-dessus, soit je suis pas suffisamment claire quand je m'exprime là-dessus. Mais en tout cas, je n'envoie pas le message à l'autre que c'est safe pour lui ou pour elle, cet espace en fait que je crée, et dans lequel je l'invite et dans lequel je considère qu'il ou elle bienvenu. Et ça aussi, les pronoms français. Non, mais tu vois, je m'écoute parler et je me dis, mais quelle complexité, quoi. Il ou elle. Yel. Alors, il y a le yel, mais bon, enfin, tout le monde le capte pas non plus. Bon. Enfin, voilà. Je pense vraiment que ça pourra se faire de manière plus fluide, soit sur des cas particuliers isolés qui, à force de nous suivre sur les réseaux ou d'avoir fait un ou deux ateliers avec nous, se sentent safe et viennent, soit parce que on aura à l'échelle sociétale et vraiment plus vaste, ouvert un dialogue suffisamment bienveillant, suffisamment ouvert et intégratif pour que ces questions-là ne se posent plus et qu'on puisse sainement se mélanger, se rencontrer, tu vois. Mais moi, aujourd'hui, je me sens un peu bloquée en me disant, je sens que c'est pas débloqué d'un point de vue sociétal, donc je vois, à moins de capter une personne qui aurait confiance en moi, aujourd'hui, ça marche pas. Pour moi, en tout cas, de mon côté. Ça marche pas. C'est pas une réalité, quoi, on va dire. Mmh. Yes. Je sais pas, comment répondre à ça dans le sens où, je confirme que pour l'instant, pour moi aussi, c'est quelque chose d'assez, flou et pas forcément, inné, on va dire, parce qu'on nous l'a pas forcément, expliqué et il y a pas forcément d'explication tout court, en fait. Et je pense que ça se démocratisera, au fur et à mesure du temps, mais enfin, il faut espérer et en tout cas communiquer en ce sens, nous, chacune, de ceux et celles qui sont, enfin, qui créent des cercles, qui créent des espaces comme ça, pour inclure, le plus possible les personnes qui se sentent femmes ou qui, tout simplement, ont envie de rejoindre, un espace, qui peut être, bienveillant pour eux, de partage, parce qu'en fait, c'est pas forcément, fait que pour les femmes. On voit aussi apparaître des cercles d'hommes d'ailleurs. Mais enfin voilà, rentrer dans un espace où on peut se sentir bien, comme disait notre chère Amanda, Alix, une safe place, tout court en fait, sans définition de genre ou de personne, qui aurait le droit, d'y assister, d'y participer.
J'ai un dernier sujet qu'on a déjà quand même pas mal abordé, qui était, cette, notion de féminisme militant. Pas seulement d'être dans ce féminin sacré avec des fleurs magnifiques et cetera, donc on l'a déjà abordé avec cette notion de terre, voilà. Est-ce que vous aviez quelque chose que vous vouliez rajouter par rapport à ça, pour un petit peu clôturer notre épisode ou alors autre chose que vous vouliez rajouter pour compléter? Moi, j'ai un peu, enfin, je sens que je redirai beaucoup de choses parce que de toute façon, pour moi, c'est vraiment intrinsèquement lié. Mmh Hem, mh. Féminisme, enfin bon, déjà pour moi, il y a pas de féminisme qui ne soit pas militant. À partir du moment il y a qu'à en soirée dire qu'on est féministe et tu peux direct voir que les débats vont bien s'enclencher. Non mais bon, je sais pas vous, mais moi, ça m'est arrivé moult fois en soirée, soit que ça vienne de moi ou soit qu'on me dise: «Non mais tu es féministe ou Mmh quoi?» mh. Et alors là, bon, en général donc ça demande d'être militant quand même aussi de l'assumer et bah, ouais, d'y aller, très, calmement parce que l'idée c'est pas Mmh. forcément de se fâcher. Donc pour moi, c'est vraiment intrinsèquement lié en fait, donc je pense que pour ma part, j'ai déjà tout dit sur ça. Mmh. Bah, OK. les féministes cassent l'ambiance en soirée, comme dirait un certain journal. Hem, C'est ça. hein, de toute façon. Hem, Bah oui, c'est pareil en fait. Dès que tu commences à le revendiquer entre guillemets ou à en parler, forcément ça crée des conversations, voire des débats, voire des débats qui ne sont pas des débats. Euh, j'ai récemment fait une mini vidéo sur mon compte Instagram parce que j'en avais marre qu'on m'attaque parfois en public pour me dire bah t'es féministe et là tu veux pas débattre. Bah en fait et c'est souvent des femmes en fait en plus qui me qui me disaient ça. Euh, Parce qu'elles comptent sur toi pour s'exprimer à leur place. je sais pas, ouais peut-être. Mais je n'ai pas la vocation à être la voix de toutes les femmes de la planète. Euh, mais ça montre juste bien que dès qu'on revendique ça, forcément, faut avoir la voix qui porte derrière un minimum, parce que euh, sinon on nous envoie des petits Mmh. taquets. Mais oui, faut Mmh. avoir envie d'argumenter. Mais en fait, en vrai, ça marche aussi quand on dit en public qu'on est prof de yoga. Donc, Ah bon? du coup, prof de yoga militant, écoutez. Les gens aiment Bah bien les oui, mais comme débats. c'est pas vraiment un métier, ça te laisse du temps pour militer. Voilà, bah c'est ça. Hein. Mais Eh tu gagnes oui. vraiment ta vie comme ça. On est féministe et prof de yoga, mais alors là, on crée un buzz Mmh. infinissable. C'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui pour pour en parler et démystifier la chose justement. Non, mais c'est clair qu'on va lancer un autre débat, je pense, si on rentre là-dedans. Mais je pense que, bah, de toute façon, en fait, enfin, bah, la solution, c'est peut-être, ouais, d'accueillir, ces phrases-là et si on n'a pas envie de s'exprimer, enfin, c'est pas tous les jours qu'on a envie de crier haut et fort, sa colère et c'est pas tous les jours qu'on est en colère d'ailleurs. Donc on a des moments où on a envie de lancer un débat et d'autres non et c'est OK. Est-ce qu'il y a un dernier message que vous avez envie de faire passer, pour clôturer notre épisode et aussi, nous partager, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Je remettrai bien sûr tous les liens comme d'habitude. Hum. Un dernier message, en particulier, j'ai rien de très précis, mais par contre, je te remercie, Alexandre, d'avoir ouvert un espace où, pour une fois, on parle sans savoir vraiment. Voilà, moi, j'ai l'impression que c'est le podcast sur lequel je me suis posé le plus de questions et où j'ai le plus dit, bah, je sais pas. Euh, et du moins d'avoir osé aller peut-être un petit peu gratter sur la surface de ce sujet-là. Et puis, bah, on reverra dans 2 ans où on en est. C'est ça. Spoiler. Euh, mais je trouve ça intéressant d'avoir deux points de vue, même si on se rejoint, je pense, sur pas mal de choses, et de
d'aller voir, enfin d'aller gratter un petit peu sur ce féminin sacré et ce qui nous évoque actuellement en 2022. Trompe de date. Et sinon, bah, je l'ai dit tout à l'heure, moi, comme il y a pas mal d'espaces qui me posaient trop de questions, j'ai enlevé plein de choses et ça reviendra quand j'aurai peut-être plus de réponses. Mais néanmoins, si je peux partager quelque chose qui est dans l'actualité, dans l'air de ce qu'on vient de dire, en fin septembre, je co-anime une formation mi-yoga de la femme, mi-pratique chamanique, et on a appelé ça le yoga de la femme sauvage. Donc, ça me fait assez sourire par rapport au sujet, du coup. Donc voilà, un 50 heures avec Tatiana L, où on parlera justement pas mal des sujets qu'on a évoqués là, et c'est donc un 50 heures où on n'aura pas beaucoup de réponses sur grand chose, mais au moins ouvert. Et du moins je suis très contente de le donner et d'ouvrir ses portes enfin, du moins de donner ses clés à certaines femmes, et elles ouvriront les portes si elles veulent, mais voilà, donc c'est en fin octobre. Ok, super. Merci, merci Alix. On renotera, tu me redonneras les liens pour qu'on puisse aller voir le programme de On ne sait pas où on va. mais on va en parler. J'étais dans la communication à une époque. En tout cas, moi, ça me donne très envie, donc j'ai envie d'avoir le lien pour regarder. Merci beaucoup. Et toi, Maëva, qu'est-ce que tu as envie de nous partager pour clôturer notre épisode? Bah, ça peut paraître un peu bateau, mais à une époque où beaucoup de propositions peuvent proliférer, moi j'ai juste envie d'inviter chacune à trouver sa voie et à voir là où ça résonne pour elle, tout simplement. Elle est dans des endroits qui sont safe pour elle. Et alors moi, mon actu, elle est assez tranquille. C'est vrai que ces dernières années ont été assez intenses, et la sortie du 2e livre notamment, donc j'ai un peu levé le pied. Et finalement, bah, moi, on peut me retrouver. Bon, j'ai mes cours de yoga, mais c'est des cours de yoga en présentiel, donc à moins d'être en vallée de Chevreuse, ça va pas intéresser beaucoup d'auditeurs. Et sinon, à la rentrée prochaine, à l'automne, on va faire une retraite avec Axel Phillips. En fait, on a initié un cercle dédié à la déesse, la grande déesse sous toutes ses facettes, et donc on va se rencontrer pour rencontrer 4 facettes de la déesse, pour 4 saisons, 4 éléments. Et voilà, on va ouvrir ça à l'automne dans le portail de Samhain, donc qui est Halloween, pour ceux qui ne sont pas familiers de la roue celtique. Et voilà, il y aura une rencontre, ça va être donc la rencontre de l'automne, il y en aura une en hiver, au printemps, à l'été. On est encore en train de peaufiner, de rechercher un lieu, puisque le lieu initial, on devait le faire, voilà, c'est probablement pas celui-là qui va nous accueillir. Donc les infos, elles sont pas, enfin, c'est pas possible de booker pour le moment, mais ce sera bientôt le cas. Je pense courant juillet, en fait, on pourra très certainement lancer les inscriptions. Donc, ce sera le rendez-vous de l'automne pour rentrer ensemble dans la saison sombre. Voilà, plonger dans nos profondeurs. Okay. Super, bah pareil, tu me transmettras, comme ça je pourrais rajouter tout ça dans les infos. Merci. En tout cas, merci les filles pour vos partages. Merci pour ce bel échange qui était vraiment à l'intuition. On s'était guidé avec des sujets, mais qui étaient très enrichissants, et ça donne envie d'aller plus loin. Donc on verra où ça nous porte, si on fait un autre épisode sur d'autres sujets, si on a des retours, etc. Merci pour votre confiance aussi, et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify. Mais c'est aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Nous avons hâte de vous retrouver.